Ok, merci. On dit plein de choses. Comme l'a un petit peu mentionné Patrick, l'intelligence artificielle, c'est déjà une longue histoire et ça démarre dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, alors que les ordinateurs, c'était ce qui avait servi à casser l'humain essentiellement, et puis après les Macs. Donc c'était vraiment pas grand-chose. Et pourtant, déjà, Turing formulait son test de Turing, le jeu d'imitation que vous connaissez. Il fallait, et déjà anticipé, alors un peu trop optimiste, que maintenant, à notre époque, ce test serait passé avec succès par des ordinateurs. Donc l'idée qu'un ordinateur discutant avec un humain de manière cachée, donc à travers le langage, ce qui est la clé de ce test, pourrait tromper l'observateur humain, ne pas savoir différencier entre un humain d'un côté et la machine de l'autre, savoir qui est humain et qui ne l'est pas. Donc c'est plutôt un jeu où l'ordinateur ou l'humain doit chercher à tromper l'observateur. Donc les conditions ne sont pas tout à fait réalistes et il y a un certain nombre de critiques là-dessus. Mais enfin quand même, il fallait quand même beaucoup d'optimisme. Et donc après, il y a eu un certain nombre de pionniers qui se sont lancés dans l'aventure, donc en particulier John McCarthy, qui est vraiment un des pionniers du domaine, qui a inventé un des premiers importants langages qui s'appelait Lisp pour l'intelligence artificielle, un langage qui a presque décidé de ma carrière à l'époque, quand je l'ai découvert. Il y a Marvin Minsky qui lui pensait que d'une certaine manière l'intelligence émergeait d'une collection, d'une société d'agents relativement simples qui réalisaient chacun leurs tâches, et c'est l'ensemble de toutes ces tâches en collaboration les unes avec les autres qui faisait émerger finalement l'intelligence. Norbert Wiener autour de la cybernétique, donc robotique et systèmes qui réagissent à leur environnement, et puis aussi McCulloch et Pitts qui ont imaginé les premiers modèles de neurones artificiels. Et puis, alors, c'est pas vraiment l'intelligence artificielle, parce que je pense pas qu'ils se revendiquent dans le domaine de l'intelligence artificielle, mais pour nous, c'est quand même aussi un des pionniers, ce qui est Noam Chomsky autour de la modélisation du langage et comment essayer d'aller vers des systèmes artificiels de traitement du langage. Et comme l'a mentionné Patrick, il y en a 50 ans ou 60 ans d'histoire, et il y a eu finalement pas mal d'espérance, et puis derrière des couperets. Donc le premier autour de la traduction, tu l'as mentionné, les systèmes experts, on en a beaucoup parlé à un moment donné, 70, 80, et puis finalement ça a été intégré dans la technologie un petit peu utilisée, mais ça n'a pas donné tout ce qu'on pensait derrière. Les systèmes neuronaux dont on parle beaucoup maintenant ont eu une première période dans les années 80, fin 80, parce que moi je m'y étais intéressé à l'époque, et puis après ça a complètement disparu. Bon, on n'en parlait plus. Mais il y a des gens qui ont continué à travailler dessus, et bon, ça a marché pour eux, puisque maintenant c'est la gloire. Et puis, de temps en temps, il y a des choses qui émergent où on nous dit on a réussi le test de Turing, par exemple en 2014, un chatbot aurait passé le test de Turing, et puis finalement, en regardant un petit peu mieux, bon, c'était pas du tout réaliste, le scénario était un peu bizarre, donc on considère qu'il l'a pas passé vraiment. Mais donc voilà, il y a régulièrement ces annonces, ce buzz, et puis après ça retombe. Et donc plusieurs fois il y a eu des longues traversées du désert. Pendant très longtemps, par exemple pour moi et pour d'autres chercheurs, on disait que vous avez le traitement automatique des langues, mais on n'allait pas dire qu'on faisait de l'intelligence artificielle, ça se disait plus. Donc voilà, donc là de nouveau depuis quelques années il se passe beaucoup de choses, on en parle beaucoup. J'espère que tous ces espoirs ne seront pas totalement déçus, mais il faut quand même penser à relativiser. Alors, je vais essayer de parler rapidement de quelques approches qui ont été utilisées au cours du temps. Donc pendant assez longtemps, il y a eu les approches symboliques où on a fait le constat finalement que pour avoir une intelligence, on ne pouvait pas juste avoir un bête programme, il fallait aussi lui injecter de la connaissance finalement, beaucoup de connaissances. Connaissances sur le langage, donc par exemple une grammaire, des informations sur les mots, comme l'a dit Patrick, donc les lexiques, donc tout ça on l'a développé, mais aussi formaliser les règles de décision d'un système expert, donc c'est de la connaissance que l'on essaye de décrire assez précisément, que si on a ça, alors on va dans telle direction, et puis si après on a ça, on choisit entre plusieurs possibilités, on va en prendre une autre, et ainsi de suite. Donc ce sont des arbres de décision essentiellement. Et puis aussi les ontologies, où on va dire que ce soit un homme, ou enfin un parent ou un enfant, tous les deux, ce sont des instances d'humains, et puis qu'il existe une relation de parenté entre un homme et un enfant.
Donc tout ça, ça va être des éléments qui vont être décrits précisément dans des langages de représentation de la connaissance. Et c'est un travail de bénédictin de faire ce genre de choses. Et donc, en fait, on n'y arrive pas. Tu vas en parler. Ouais. Et donc, au bout d'un moment, on a commencé à explorer d'autres approches, essentiellement parce qu'effectivement, progressivement, des données sont arrivées, et on pouvait se dire, ah tiens, il y a plein de choses intéressantes dans ces données, peut-être qu'on pourrait aller piocher dans ces données et extraire cette connaissance des données directement. Alors, il y a plusieurs manières d'extraire de la connaissance. Les approches, on va dire, non supervisées, où on prend des grands volumes et on observe des régularités. Et puis, il y a une approche qui est plus celle qui est utilisée actuellement, qui est l'approche supervisée, où là, on se donne des données de départ, mais on dit aussi ce qu'on attend en sortie, quels sont les résultats qu'on voudrait obtenir à partir de ces données. Et à partir de ça, on va voir quels sont les critères, quels sont les traits, les informations qui permettent de mettre de l'ordre dans les données d'entrée de manière à obtenir les résultats de sortie. Donc c'est un exemple qu'on a ici, là, de séparation d'un ensemble de points bleus et de points verts en utilisant deux critères qui sont donnés sur cette ligne-là et sur cette ligne-là. Et on trouve que finalement, en faisant passer cette ligne, en combinant ces critères d'une certaine manière, on arrive à séparer notre population en deux classes qui sont correctes. Donc c'est à peu près la base de ce qui s'est fait pendant un certain temps en approche statistique. Et puis, donc là, ça a obligé quand même à faire un travail qui était un petit peu conceptuel, qui était de trouver quels sont les critères qui sont intéressants pour pouvoir justement différencier nos différents éléments et apprendre à faire ce travail de classification. Et la dernière évolution qui arrive, donc là maintenant avec les réseaux de neurones, c'est que finalement, on donne de l'information en entrée, et puis on voudrait obtenir quelque chose en sortie, et puis on insère un certain nombre de couches de neurones intermédiaires. Et ces couches de neurones, par des mécanismes d'apprentissage, vont progressivement apprendre quels sont les critères. Donc c'est eux-mêmes qui vont apprendre les critères qui sont utiles pour faire ce travail, par exemple, de classification. Donc on n'a même plus vraiment à se poser la question de quels sont les bons critères. C'est appris, mais il reste quand même un travail qui est relativement important, c'est imaginer les bonnes architectures de ces réseaux. Combien de couches, quel type de couches, quel type de connexion on veut mettre entre les couches. Donc il y a quand même un travail encore, tout n'est pas automatique. Et ça a été mentionné par Elsa, et puis ça a été mentionné aussi par Patrick finalement avec sa série de chiffres. Tout ça s'est rendu possible parce qu'on a une espèce de conjonction depuis quelque temps qui est assez extraordinaire, qui est que d'abord il y a énormément de données qui sont disponibles, grâce à l'interconnexion de réseaux. Ça n'a jamais été aussi facile finalement d'accéder à de la donnée, et puis on en produit de plus en plus tous les jours et on la rend disponible, et elle est accessible largement. Il y a aussi donc tout un travail autour des algorithmes d'apprentissage pour pouvoir aller trouver de l'information, de la connaissance dans ces données, et ça c'est rendu possible aussi parce que on a énormément de puissance de calcul. On n'a jamais eu non plus autant de puissance de calcul avec la loi de Moore. Donc tout ça fait que un certain nombre de choses sont devenues possibles de nos jours qui étaient inimaginables quand les travaux sur l'intelligence artificielle ont démarré. Hein. Ça, c'est très clair. Mais je pense que c'est quand même intéressant de garder à l'esprit que ce qu'on a là actuellement est peut-être une vue un petit peu biaisée de l'intelligence artificielle, qui est une vue qui est liée aux données et qui met de côté un certain nombre de choses que l'on pourrait quand même considérer du domaine de l'intelligence artificielle, qui sont des capacités de raisonnement, des capacités d'induction, d'être capable d'induire des choses à partir de ce que l'on voit, de faire du raisonnement par analogie, par exemple, toutes sortes de choses qui sont à peu près non connues par les algorithmes actuellement. Voilà, donc je vais m'arrêter là pour l'instant. Donc on va continuer sur les limites, puisque j'avais prévu de vous parler. Alors ce projet, pendant que Eric vous présente le slide, c'est un projet qui a été très fameux. Donc les années 80, fin des années 80, c'était encore la période de ce qu'on appelait la première vague d'intelligence artificielle. La première vague d'intelligence artificielle, c'était la vague symbolique et le fameux système expert. Certains d'entre vous ont dû en entendre parler. Et quand j'ai fait mon post-doctorat aux États-Unis, il y avait encore Doug Lena qui tournait. Et à un moment, il me dit « Ah bah tiens, il y a Doug Lena, il vient faire un talk dans la fac » et qui cherchait encore à recruter des thésards et des apprentis thésards pour son fameux projet SAC. Alors SAC, c'était quoi? C'était une théorie qui devait théoriquement aboutir à l'émergence de la conscience par le langage. Pourquoi? Parce que
dans cette vague d'euphorie des années 80, où on a vendu l'intelligence artificielle, quand on a commencé à avoir justement, c'était un seuil de puissance de machine, parce que les années 80, c'est l'arrivée des ordinateurs individuels. Le fameux PC d'IBM, c'est fin des années 70, début des années 80, on commence à avoir des petits ordinateurs personnels que les gens peuvent s'acheter. C'est extrêmement coûteux, ça fait 3 fois rien, mais les gens programment chez eux. Ça devient la démocratisation, c'est-à-dire que les gens qui avaient les moyens, ils se bricolaient. Alors il y avait 2 ou 3 types d'ordinateurs très chers qu'on bricolait, qui faisaient un petit jeu avec des gros pixels qui se promenaient sur l'écran, mais on pouvait les programmer, et les gens ont adoré. Donc il y a eu tout de suite des milliers, des millions de gens qui se sont mis à faire des programmes, et la technologie a très vite suivi le pas, c'est-à-dire qu'on a eu des machines de plus en plus puissantes, et donc on a pu faire des systèmes experts qu'on pouvait déplacer, qu'on pouvait développer soi-même et emporter. Et dans l'euphorie, on s'est dit, mais puisque maintenant on peut contrôler la connaissance, et en fait c'est quoi l'intelligence? C'est la somme des connaissances. Vous savez que ici j'ai la bouteille, je la soulève, je la tiens dans la main, si j'écarte les doigts, la bouteille va tomber. Oui, elle est tombée. Et Douglena s'est dit, l'intelligence c'est toutes ces règles ensemble. Donc si j'empile des règles dans un système, que mon système je lui apprends à raisonner à partir des règles, à faire des déductions, il y aura un seuil où il y aura suffisamment de règles pour qu'il soit capable de comprendre tout le monde autour de lui, et donc il va devenir intelligent, et donc la conscience va émerger, il va devenir conscient de ce que c'est qu'un être humain, puisqu'il aura toutes les infos et toutes les choses autour de lui. Donc il va devenir conscient, je pourrai parler avec lui. Alors il a fait des calculs, il a fait des estimations, puis il a été voir les financeurs qui financent la recherche, et il a dit voilà, voilà la courbe, donc il me faut tant d'années, et puis à partir, quand j'aurai codé tant de règles, normalement la conscience émerge dans mon système. Les gens lui ont dit à l'américaine, banco. Donc il a eu un budget énorme, il a recruté plusieurs dizaines et centaines de personnes, et puis c'est le plus long projet de toute l'histoire de l'intelligence artificielle, et peut-être même de l'informatique, puisque jusqu'en 2017, il y avait encore une version qui a été mise à jour de son ontologie. Et donc la base de connaissances, elle avait en 1994, elle avait passé de 1 million à 24,5 millions en 2017 de règles. Et le problème, c'est qu'on n'a jamais vu arriver la conscience. Alors, encore à cette époque-là, il avait un argumentaire, il disait oui, mais je me suis trompé. Et c'est arrivé plusieurs fois, et au bout de 2-3 ans, il disait on n'y arrivera pas, je me suis trompé. Mais en fait, non, mes calculs sont bons parce qu'il y a la loi de Moore. En fait, il dit j'ai sous-estimé le nombre de règles qu'il faut et j'ai sous-estimé la capacité, mais il disait on est bon parce qu'en fait les ordinateurs en 18 mois ils vont 2 fois plus vite et ils ont 2 fois plus. Et donc ça compense mes erreurs d'estimation. Il l'a fait plusieurs fois, mais il n'y a toujours pas eu d'ordinateur conscient, ou alors il est bien caché par les services secrets américains. Par contre, il a fait une société qui est extrêmement prospère parce qu'il a fait le meilleur système expert. La technologie des systèmes experts a complètement explosé, elle est disséminée partout dans l'industrie. Pendant un moment, si vous étiez un ingénieur, un informaticien qui savait ce que c'était un système expert, vous aviez de l'emploi, comme maintenant si vous dites que vous êtes un data scientist et que vous faites des réseaux de neurones. Alors pour l'anecdote, les réseaux de neurones, c'est pas la deuxième vague, c'est la troisième. Parce que la première, c'est les années 60 où les gens ils ont inventé quasiment tous les principes des réseaux de neurones. Ça a été inventé et testé dans les années 60. Et ils ont eu leur vague d'euphorie, mais à l'époque, les machines n'étaient vraiment pas suffisantes. Alors pour les efforts, quand Eric disait que les systèmes experts c'est très compliqué, les 24,5 millions de règles du système SAC, ça représente à peu près 1000 personnes an. C'est-à-dire soit vous engagez 1000 personnes pendant un an pour coder ces règles, soit vous prenez une personne qui travaille 1000 ans, et vous avez à peu près la quantité de travail que ça représente. Voilà, je vais passer la parole à Eric. Je crois que... Non. Ok. Ok, donc bon, il s'est passé plein de choses, il y a eu un certain nombre de déceptions, mais on voit apparaître depuis quelques années beaucoup de succès. Donc je vais essayer d'en parler de quelques-uns qui sont finalement déjà un petit peu anciens, je n'ai pas remis tout à fait à jour, et puis ça va tellement vite que ça sera un petit peu compliqué. Mais par exemple en 2011, et ça c'était avant d'une certaine manière la vague neuronale, donc là on ne parle pas d'un système qui est neuronal, c'est IBM Watson qui a gagné la version américaine de Questions pour un champion devant des humains. C'est-à-dire vous posez une question et le programme le répondait quasiment instantanément et pratiquement bien à chaque fois. Et si vous regardez la vidéo, il y a des vidéos en ligne, c'est assez impressionnant quand même.
Et en fait, c'est une superbe vitrine qui mélange toutes sortes de technologies, de symbolique, un peu de statistiques, et puis aussi beaucoup de connaissances encyclopédiques pour pouvoir justement répondre aux questions. Et là, ça se présentait plutôt bien parce que finalement, bon, il y a une certaine variété de questions, mais ça représente un certain nombre de catégories assez connues, bien fermées, et puis on sait que vous trouvez les réponses. Donc, et puis il y a tout un historique des questions qui ont été posées. Bon, ça se passe plutôt pas mal. Mais ils ont voulu décliner ça après pour d'autres applications, donc beaucoup plus industrielles, commerciales, en particulier en relation avec des hôpitaux américains, pour pouvoir essayer de diagnostiquer ou de préconiser des traitements médicaux. Et là, ça se révèle beaucoup plus délicat, parce que c'est plus confus dans les articles scientifiques de trouver l'information qui peut être diluée, pas présentée d'une manière très fiable, avec des signaux très très faibles. Et puis les questions sont nettement plus complexes et la situation est beaucoup plus critique. Donc il faut avoir confiance à ce moment-là dans ce que va répondre un Watson à la limite. Donc c'est pas gagné. Vous avez aussi en 2011 est apparu Siri avec des publicités, et je me rappelle d'une publicité qui m'avait marqué beaucoup à l'époque, parce que je travaillais déjà dans le traitement de la langue. Et la publicité c'était Siri, dois-je prendre mon parapluie? Et si on réfléchit à ce genre de choses, on se dit, putain, c'est vachement intelligent quand même. Parce que quand on pose ce genre de questions détournées, en fait, on est en train de savoir, est-ce qu'il va pleuvoir demain ou maintenant? Est-ce que je dois... donc ça concerne la météo. C'est la météo pas n'importe où, là où je suis, pas à 100 km ou à 200 km. Donc il y a tout un ensemble de raisonnements normalement qui viennent derrière. Donc je dis, bon ben là, on a quand même fait des grands pas. Alors en fait, beaucoup de choses ici sont codées, les questions sont prévues largement à l'avance, c'est scripté, voilà. Et donc on peut essayer de faire des essais pour voir ce qui se passe. Alors je ne l'ai pas fait, mais au lieu de dire dois-je prendre mon parapluie, si je dis Siri, dois-je prendre ma crème solaire, ou mon bob, ou mon impair, ou mon cardigan, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ça va aussi bien réagir? Est-ce qu'il y a vraiment un raisonnement qui fonctionne derrière, ou ça va tomber à plat? Voilà, donc vous pouvez faire les essais. Et donc en fait ça pose quand même vraiment la question de la compréhension, et on parle beaucoup de chatbot, agents conversationnels de nos jours, et derrière c'est beaucoup en fait l'identification de scénarios. Qu'est-ce qu'on doit avoir comme information quand on fait une réservation de train par exemple? Il y a un certain nombre d'éléments qui doivent être précisés, et donc le chatbot va demander ces informations jusqu'à ce qu'il les ait, et puis si ça se passe pas bien, il passera la main. Mais évidemment, on sent bien que si quelqu'un commence à poser une requête du genre « ma mère est décédée, je souhaite clair son compte, mais j'ai pas ses identifiants », c'est déjà beaucoup plus délicat, parce qu'ici il y a des références, des pronoms. Il faut savoir que le son ou c'est relatif à sa mère. Alors ça, c'est déjà relativement compliqué. Mais en plus, on parle d'une mère qui est décédée, donc là tout de suite on se dit peut-être qu'il va falloir y aller gentiment. Un humain ferait ça, mais un programme risque de pas du tout comprendre cet aspect-là. D'accord? Donc, et là, tout de suite, on imagine toute la série de possibilités qu'on pourrait vraiment rencontrer dans la vraie vie. Un humain y fait face, et un programme qui a un scénario assez fixe va pas pouvoir suivre. Et même si on met beaucoup de données derrière, c'est pratiquement impossible. Alors, on a parlé beaucoup de traduction automatique. Alors peut-être que je vais en fait sauter un petit peu celui-là. Mais en fait là, ça illustrait l'évolution des technologies, de ces trois technologies, c'est-à-dire symbolique, plutôt statistique et neuronale en traduction automatique. Il faut dire que pendant très longtemps, finalement, tout le monde était adepte de ce qu'on appelait le triangle de transfert, c'est-à-dire qu'à partir d'une phrase qui était donnée dans une langue, on allait essayer de remonter jusqu'à une espèce de forme sémantique qui allait capturer le sens de cette phrase, que le sens de la phrase était indépendant de la langue, puisque c'était finalement conceptuel, et qu'à partir de ce sens de la phrase, on allait pouvoir redescendre de l'autre côté dans la langue de la cible pour pouvoir produire la phrase. Et en fait, ça n'a jamais très très bien marché, c'était très compliqué de capturer justement le sens. Et après, en 2010, Google est arrivé avec Google Translate. Il s'est contenté juste d'essayer d'aligner des segments, donc même pas des phrases, des bouts de phrases qui correspondaient à peu près à n'importe quoi, des bouts de phrases qu'on avait identifiés comme étant, disons, parallèles d'une langue à l'autre, et puis coller les segments plus ou moins bien pour obtenir une traduction. Et c'est à peu près ce qu'on a maintenant avec les modèles neuronaux, sauf que ces modèles neuronaux s'appuient sur une notion de modèle de langue, c'est-à-dire que finalement ils arrivent à construire des séquences de mots dans la langue cible
qui sont beaucoup plus homogènes, qui ressemblent beaucoup plus à ce qu'on attend dans la langue d'arrivée, par exemple l'anglais, que juste coller des fragments. Voilà. Mais pour faire ça, il faut des volumes de texte qui sont aussi extrêmement importants, et même avec les capacités de calcul actuelles, il faut des temps énormes d'apprentissage. On parle en semaines, voire éventuellement peut-être un peu plus. Donc voilà. Et donc, avec l'arrivée de ces réseaux neuronaux, bon, il y a eu tout ce buzz, vraiment le renouveau de l'intelligence artificielle, avec toutes sortes d'applications qui arrivent tous les jours. Je ne vais pas toutes les mentionner, mais par exemple, il y en a quand même une qui paraissait assez impressionnante, et on l'a, je vois maintenant, dans un ensemble de lecteurs de mails ou sur nos téléphones, c'est-à-dire donc, étant donné un message, de pratiquement nous proposer une réponse automatique à ce message-là. Bon, si vous regardez bien, ces réponses sont quand même assez petites, stéréotypées, mais voilà, donc c'est une analyse de tous les messages, comme Google a accès évidemment à énormément de mails, et vous pouvez s'amuser à regarder ce qui se passe quand on reçoit un mail, et quel type de réponse on produit en fonction de ce message-là, et apprendre donc à proposer des réponses à des mails. Voilà. Mais donc, je pense que c'est vraiment important de continuer à se poser des questions sur l'importance démesurée qu'on accorde de nos jours à ces données. Et je voudrais reprendre ce texte qui a été donné par Benjo, qui est un des papas de l'approche neuronale, hein, il faut le savoir, qui dit qu'on utilise des quantités délirantes de données quand on entraîne des modèles sur le langage qui utilise plusieurs fois tout le volume de la librairie du Congrès américain, par exemple, c'est-à-dire beaucoup plus que tout ce qu'un humain pourra voir dans toute sa vie. Et pourtant, en faisant ça, grosso modo, le programme n'a à peu près aucune connaissance pratique du monde qui l'entoure. Donc, bon, il faut quand même vraiment relativiser. Alors, ce qui est intéressant quand même, c'est qu'on voit apparaître de nos jours quelques scénarios d'utilisation qui ont aussi beaucoup marqué les esprits, où finalement on peut se passer de données. Donc c'est les résultats assez extraordinaires qui ont été présentés autour par exemple du jeu de Go, hein, où en très peu de temps un programme a détrôné finalement les meilleurs joueurs de Go mondiaux, alors qu'on pensait que le Go allait résister à l'approche informatique pendant encore longtemps. Et il y a eu deux versions. La première, finalement, était un petit peu standard par rapport à la méthode d'apprentissage, mais la deuxième était beaucoup moins standard, puisque finalement, on n'a donné pratiquement aucune connaissance au jeu, au programme, et il s'est contenté de jouer contre lui-même, et en plusieurs millions de parties contre, finalement, son alter ego, il a vaincu la première version et est devenu encore plus fort. Voilà. Et on a aussi des utilisations de ces approches dites par réseau de neurones adversariaux ou réenforcement pour apprendre à jouer à des jeux vidéo, pareil. Et donc là, on a quelques succès sur le fait de gagner un des jeux vidéo. Voilà. Alors, ce qu'il faut quand même comprendre là, c'est qu'il n'y a pas besoin de données, mais pourquoi ? Parce que finalement, même si on est dans des espaces, enfin, des situations qui sont très artificielles, très contraintes. Et en plus, on sait qu'à un moment donné, si on a gagné ou si on a perdu. Et ça, c'est pas vraiment le cas dans la vraie vie. Voilà. Je pense que ça s'arrête là. Ah oui. Ouais, donc je finis encore sur celui-là. Et donc, on a vu un certain nombre de succès, donc avec leurs limites, et on commence à voir se dessiner aussi tout un ensemble d'applications finalement qui vont être exploitées dans le futur. Enfin, elles commencent maintenant, mais elles vont se poursuivre. Et donc, on parle beaucoup, par exemple, de tout ce qui est voitures autonomes, et plus largement, c'est les transports autonomes. Hein, c'est pas juste les voitures des particuliers, mais on peut imaginer que le fret routier ou même ferroviaire soit beaucoup plus automatisé et autonome d'ici quelques temps, voire même les drones de livraison. Les robots industriels, il y en a déjà depuis longtemps, mais ce qui va changer sûrement, c'est la manière dont un robot industriel apprendra une nouvelle tâche. Là, c'est quand même des phénomènes, enfin des mécanismes qui sont relativement compliqués et longs. On va beaucoup plus aller vers des mécanismes d'apprentissage par imitation, par exemple, sûrement dans le futur. On a un petit peu parlé, je pense, mais le côté émotionnel et autres, c'est des robots de compagnie, donc de surveillance, par exemple pour des enfants ou des personnes âgées, ou pouvoir faire des tâches relativement simples. On a tout ce qui est assistant,
donc les assistants vocaux sur nos téléphones, mais on a aussi, on voit l'offensive actuelle pour mettre des assistants dans nos maisons, donc pour gérer des tâches domotiques par exemple un petit peu, les agents conversationnels. Et il y a tout ce paquet d'applications autour de l'analyse de données, et là c'est très 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 large, donc diagnostic médical où IBM Watson s'essaye là depuis quelques temps. Ces applications autour du suivi médical, donc là on est en train de lier objets connectés et puis le fait que derrière on peut faire l'analyse de données et puis qu'on peut prédire un certain nombre de choses. Et l'analyse d'images médicales par exemple aussi, c'est très important. Quand on a de gros volumes de données, il y a certains domaines où c'est le cas, par exemple dans le domaine juridique, il y a beaucoup de textes et trouver l'information pertinente est compliqué, donc l'analyse de gros volumes juridiques, par exemple pour des problèmes de jurisprudence, donc ça révolutionne le métier, disons, légal. Donc il y a beaucoup de startups qui s'appellent les legal tech autour de ces questions-là. Pour nous, scientifiques, finalement, la veille scientifique, c'est pareil, il y a beaucoup de plus en plus d'articles scientifiques et repérer les choses qui nous intéressent. Donc cet ensemble d'articles scientifiques, on peut être aidé par des intelligences. Patrick est impliqué là-dessus, peut-être tu dois en dire deux mots, je sais pas. Ouais. Mais c'est vrai aussi pour les choses. En fait, aussi les questions que je me pose, c'est peut-être ça serait du domaine d'Elsa, c'est de voir quelles sont dans l'exploitation des bases de données, dans les affaires, par exemple dans le recrutement, l'utilisation de bases de données, de comment ont été choisis des candidats à partir du CV, quels sont les problèmes en fait, parce qu'il y a des problèmes à ce niveau-là, et puis qu'on parle aussi au niveau actuel, peut-être justement de l'intelligence artificielle par rapport à l'intelligence augmentée. Je veux dire par là qu'au niveau des métiers, c'est probablement très important de faire cette différence. C'est ce qui va venir. C'est ce qui va venir un petit peu dans la partie suivante pour moi. J'aborde un petit peu ces choses-là. Voilà. Ok, bon là je finis là, donc et puis c'est bon. Hein, donc il y a des choses parce que là ça pose des problèmes. Par exemple sur la police prédictive, on a des utilisations d'algorithmes qui sont censés prédire des endroits de danger ou des personnes à risque, et ça pose effectivement un certain nombre de problèmes éthiques. Et un domaine où c'est peut-être un petit peu plus surprenant de voir l'intelligence artificielle arriver, c'est finalement dans le monde de la création artistique, où on a eu quelques succès, et puis là récemment il y a eu des ventes de premiers tableaux produits par intelligence artificielle. On parlera plutôt d'intelligence commerciale dans ce cas-là. Enfin, bon. Peut-être juste sur les biais, parce que effectivement on voit beaucoup la mise en place de l'intelligence artificielle sur par exemple les domaines réglementaires, comme vous disiez, sur l'analyse des données. Ou dans le domaine médical, qui en fait revient à dire il y a eu beaucoup de progrès par exemple sur le diagnostic des cancers de la peau, parce que il y a tellement de variétés de cancers de la peau, c'est plus facile finalement de les photographier les uns après les autres et d'avoir un ordinateur qui les reconnaît plutôt que l'œil humain qui a une capacité limitée à emmagasiner l'ensemble de ces données. Néanmoins, ce qui est intéressant, c'est que dans les deux cas, et je reviendrai après sur l'exemple du recrutement, la responsabilité de la décision revient quand même, dans ce cas-là, par exemple, au médecin ou à l'avocat ou au juge. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que ça permet c'est une aide à la décision, finalement, pour le médecin ou pour l'avocat ou pour le juge. Mais la grosse question, c'est comment l'ordinateur, comment l'intelligence artificielle est-elle arrivée à ce résultat-là? Et est-ce qu'il y a une possibilité qu'elle soit plantée, est-ce qu'elle soit trompée? Donc, comment est-ce qu'on met en place une gouvernance qui est suffisante, des modèles de sécurité pour s'assurer que les modèles de calcul sont les bons? Alors, je vous donne juste une information pour le coup que j'ai eue ce matin. Qui est aussi que 85% en fait des développeurs se trouvent être des hommes. Donc quand
a ça en tête et qu'éventuellement des modèles de calcul ont été faits pour des hommes, éventuellement pour des activités qui sont celles de femmes, est-ce que ça pourrait poser un problème ? Ou est-ce que la responsabilité d'un médecin doit être d'aller comprendre comment le module a été mis en place pour vraiment s'assurer qu'il prend la bonne décision. Donc je pense que ça, c'est des facteurs qui sont très importants, et la difficulté, c'est que effectivement la recherche va très loin, va très vite, et les mises en application peuvent aller très vite également, mais on doit avoir, à mon avis, peut-être que je vais un petit peu trop vite, mais on doit avoir un doigt de regard quand même sur la façon dont ça a été développé, la façon dont c'est mis en place, et de s'assurer qu'il y a des législations qui éventuellement permettent de réguler l'ensemble. Ça, je pense que c'est très important. Sur l'exemple qui est encore plus criant, je dirais, sur mon métier en particulier, qui est celui de l'emploi, et donc de la recherche de candidats pour des postes donnés, c'est assez parlant. Amazon a fait une campagne de recrutement aux États-Unis. Ils ont voulu mettre en place les modèles d'intelligence artificielle qu'ils avaient développés. Et en fait, ils se sont aperçus que ce qui se passait, c'est que 80% des candidats qui étaient sélectionnés étaient des hommes. Et donc, ils ont mis leur modèle d'intelligence artificielle à la poubelle. Et ils ont dit, on repart sur l'humain. Parce qu'il y a un biais qui a été introduit. Alors, est-ce que c'est un biais qui a été introduit parce que c'était les données ? Alors, en l'occurrence, ce qu'ils ont un peu trouvé, c'est que pour que l'intelligence artificielle fonctionne, elle regarde ce qui a marché auparavant. Donc, dans ce cas précis, Amazon avait recruté beaucoup d'hommes auparavant qui se trouvaient, du coup, être assez performants. Et donc, l'analyse de l'intelligence artificielle était de dire, je vais reprendre les mêmes. Et donc, du coup, me retrouver avec 80% d'hommes. Alors que ce n'était pas du tout la volonté d'Amazon. Au contraire, la volonté d'Amazon était plutôt de diversifier sa population active et donc d'avoir plus de femmes en l'occurrence. Mais ce problème-là, ce biais-là, peut autant être sur des problèmes d'hommes-femmes, ça peut être sur la diversité raciale, ça peut être sur d'énormes soucis, quoi. Cette histoire de police prédictive, on a ces problèmes de biais qui font qu'effectivement, donc essentiellement, le système va prédire qu'il va se passer quelque chose dans les endroits où il se passe en général des choses, donc les quartiers pauvres par exemple. Et donc ça ne fait que renforcer finalement des choses qui sont connues et qui ne permettent pas de sortir de ces biais. Alors en même temps, ce qui est aussi intéressant, c'est que les biais, ils peuvent être, ça peut être la machine, mais ça peut être aussi nous, évidemment les humains. On ne peut pas du tout dire qu'on n'a pas de biais. Et notamment, il n'est pas impossible que si on interroge toutes les femmes dans la salle aujourd'hui, on leur demande qui est bon en informatique et que ça se trouve que 80% des femmes disent que c'est les hommes qui devraient être bons en informatique. Donc on a aussi évidemment nos propres biais à nous qui s'accumulent dans les couches d'intelligence artificielle. Oui. Enfin bon, je vois qu'il y a encore beaucoup de choses à dire. Le problème, c'est qu'il y a aussi l'heure qui file. Comme on voudrait quand même garder un moment pour les questions de la salle, ce que j'aimerais proposer, c'est si vous voulez prendre chacun 5 minutes pour ce que vous n'avez pas encore eu le temps de dire, vous choisissez 5 minutes pour rapporter encore un peu plus d'informations, donc 5 minutes chacun, et puis après ça on va passer aux questions et réponses, si ça vous va. Oui, tout à fait. Ça va, de toute façon, ça doit être en 5 minutes que j'avais fait. Voilà, donc je vais peut-être commencer aussi. J'avais encore un dernier transparent que je voulais présenter. C'était sur en fait les métiers du futur et les applications et les questions que ça pose. Et ce dont je voulais vous parler, c'était les avatars intelligents. Donc là, c'est une page web. Alors si vous vous connectez sur ce site, il y a 2 petites vidéos qui présentent le projet. Et c'est un projet d'avatar, c'est-à-dire c'est un humain virtuel. Donc il est généré automatiquement. Et c'est pour entraîner les apprentis médecins, les étudiants en médecine, pour leur apprendre à faire une consultation. Donc c'est un patient virtuel. Et le patient virtuel, il a codé
en lui tout un tas de maladies, de symptômes, et il est capable de répondre à des questions dans la formulation la plus proche possible de ce que les gens vont formuler quand ils sont malades, c'est-à-dire qu'il n'est pas toujours capable d'employer des termes de médecine, il va employer des termes du jargon populaire, il va simuler certaines maladies et le médecin doit poser les bonnes questions et finir par poser un diagnostic. Et ça, c'est quelque chose qui commence à être opérationnel et qui commence à être déployé. Alors pas au niveau déployé professionnellement dans toutes les universités pour toutes les médecines, de médecine, mais ça commence à être quelque chose. Alors on se dit, ben oui, parce que vu les quantités numériques d'informations qui sont à disposition, on va finir par arriver à peu près à la quantité d'informations qu'il y a dans notre cerveau. Donc si les machines elles sont capables d'apprendre, elles apprennent n'importe quoi. Et je mettrais quand même un bémol, c'est-à-dire que on a toujours tendance à voir un aspect des choses. Quand on parle par exemple des offres d'emploi et de l'apport de l'informatique, on pense tout de suite sélection de CV. Mais il n'y a pas longtemps, j'ai participé dans un projet où en fait on faisait l'inverse. C'est-à-dire qu'on avait décidé d'avoir une intelligence qui lisait les CV, qui lisait les profils des candidats, qui aidait les gens à rédiger des annonces pour demander des candidats et qui aidait aussi les gens à poster leurs annonces sur les sites internet de recrutement. En fonction du profil de candidat, si vous postez votre site sur certains sites, vous avez plus de chances d'avoir des bons profils qui correspondent. Donc ça commence à être extrêmement fin, mais ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est que c'est toujours ciblé, ponctuel. Et l'ordinateur, ça reste une machine. Une machine, c'est quoi? C'est un outil. Un outil, ça ne change pas la nature du métier. Si vous n'êtes pas capable de couper correctement une planche droite avec une scie, si je vous donne une scie électrique ou une tronçonneuse, le résultat sera catastrophique, mais il sera amplifié. Et il faut bien voir que jusqu'à présent, puisque les ordinateurs n'ont pas acquis cette étincelle qui est la conscience, ils peuvent vous bluffer, c'est-à-dire vous faire une transcription, une interprétation en temps réel du journal télévisé en plusieurs langues, avec quasiment sans faute dans les transcriptions. C'est-à-dire que vous avez le journaliste qui parle en anglais, et vous avez 3 écrans qui tournent, et vous avez l'allemand, l'espagnol et le français, et c'est du sous-titrage exact, traduit à la volée. Mais au bout d'un moment, ça finit par déraper. Les CV, le filtrage des CV, les biais, ce genre de choses, ça finit par déraper. Et en général, ça finit par déraper toujours sur le côté non. C'est-à-dire que les gens sont quand même prudents, ils gardent souvent la décision finale, ils veulent décider au final. Par contre, ils font du pré-filtrage avec un outil et donc avec un amplificateur. C'est-à-dire que comme il y a une masse de données qui devient disponible, on ne filtre plus 10 CV par jour. C'est des milliers ou des dizaines de milliers de CV qui sont filtrés par les ordinateurs. Et puis les gens, ils vont regarder les 30 ou les 40 que la machine a sortis et ils vont en sélectionner certains. Mais la machine, elle en a jeté des milliers ou des dizaines de milliers. Alors sur le lot, il y en a 80 ou 99 ou 95% qui sont effectivement très mauvais, pas pertinents. Mais peut-être que la machine s'est trompée sur quelques-uns. Et quand elle s'est trompée sur un, elle s'est trompée sur un humain. Donc tout ce qu'on a pour le moment, c'est des super outils. Mais qui dit super outil dit aussi méga conséquences. Si c'est dirigé dans le mauvais secteur d'attention, si les décisions qui sont prises ne sont pas les bonnes, on risque de perdre beaucoup de choses. Merci. Okay. Donc moi aussi je vais dire quelques éléments sur le futur. Mais donc là, on sort un peu de mes domaines vraiment de compétences, hein, et là c'est beaucoup plus prospectif. Hein. Mais on sent bien que ces questions d'intelligence artificielle vont avoir un impact qui est plus ou moins fort dans le futur sur nos sociétés. Et on ne sait pas tout à fait ce qu'il sera. De nombreux scénarios sont possibles. Mais ce qui se passe quand même, c'est que depuis quelque temps, il y a des alertes qui ont été émises par différentes personnalités importantes, hein, comme Elon Musk, Stephen Hawking avant qu'il disparaisse, Bill Gates. Et il y a ce discours que l'on entend autour de la disparition de nombreux métiers. Des chiffres ont circulé, comme quoi, je sais pas, 60% des métiers disparaître. Bon. Donc voilà. Et donc, je vous présente grosso modo trois scénarios possibles, mais qui sont sûrement pas du tout ce qui se passera, bien sûr. L'un qui revient, alors c'est peut-être là ce qu'on avait avec Hawking et puis quelques autres, c'est l'asservissement de l'humanité par des super intelligences. Donc, vous connaissez Terminator, Skynet. HAL qui se débarrasse, voilà, enfin le contraire finalement, ou Matrix. Donc ça c'est vraiment pas vraisemblable dans un futur proche, hein, et finalement on est plus proche de ce que dit Patrick, c'est-à-dire qu'en tant qu'outil,
on a plutôt des risques de bêtises amplifiées, de bêtises artificielles de très très grande ampleur. Donc par exemple un flash crash sur du trading haute fréquence il y a quelques années, mais ça pourrait peut-être se répéter. On va avoir de plus en plus une délégation de systèmes complexes par des IA, donc par exemple gestion de l'énergie, des grilles d'énergie ou des transports dans les villes ou de l'aviation, pourquoi pas. Et là, évidemment, on a des risques de catastrophes à relativement grande ampleur. L'autre scénario, c'est celui de la dystopie où finalement les IA sont là au service d'une minorité qui capture la richesse qui est produite par ces IA, et finalement on se retrouve avec une très grande majorité de gens qui n'ont plus d'emploi, et qui sont pauvres. Et de plus, l'IA permet une société de surveillance, et donc une tyrannie absolue. Possible. J'espère que c'est pas ça qui nous attend. Ouais, non, c'est ça, après c'est des discours, c'est des questions politiques de quelle société on veut. Justement, là on a des outils, c'est ce qu'on veut faire de ces outils. Et un scénario que je pense plus réaliste et plus intéressant, qui est qu'il restera toujours finalement des métiers de niche, où ce que l'on met en valeur finalement c'est la création, l'inventivité, mais aussi finalement des services à la personne par exemple. Ça, on sent que c'est peut-être pas aussi évident que ça pour les intelligences artificielles. Il y aura, c'est la théorie économique habituelle, qu'avec une révolution il y a disruption mais aussi création de nouveaux métiers. Et donc là j'en ai mentionné quelques-uns, mais c'est anecdotique, mais par exemple scénariste de chatbot, pourquoi pas. On a de nos jours des collecteurs de trottinettes qui ramassent des trottinettes la nuit pour les charger et les rendre disponibles. Et ça, c'est finalement rendu possible par ce monde numérique actuel, qui rend possible ce genre de nouveaux métiers. Le souci, c'est qu'évidemment, ces métiers vont évoluer très très vite, et c'est plutôt ça le problème. Ce qui a été mentionné par Patrick, et aussi par Elsa finalement, c'est que les IA actuellement, on ne peut pas vraiment leur faire confiance absolue, donc c'est plutôt du travail en tandem entre des intelligences et des humains, l'IA permettant à l'humain de travailler à beaucoup plus grande échelle, beaucoup plus rapide dans ses activités, mais la décision revenant finalement à l'humain, et il peut reprendre la main en cas de souci. Donc c'est vrai pour les médecins, l'IA leur permet d'examiner, d'établir des diagnostics ou d'analyser des images beaucoup plus rapidement, mais en bout de course, c'est quand même eux qui décident. C'est vrai pour les ingénieristes, des ingénieurs, pour aider les journalistes à rédiger leurs articles, par exemple, les artistes à produire leurs œuvres. Et j'ai mentionné qu'il va y avoir beaucoup plus de métiers qui émergent et qui changent très rapidement. Et finalement, peut-être un créneau intéressant pour les intelligences, c'est tout le côté formation, aidé par les intelligences, qui ont la patience nécessaire pour ce genre de choses, qui peuvent proposer des parcours vraiment à la carte pour quelqu'un en particulier, le conseiller, l'aider à le corriger, proposer des exercices, enfin toutes sortes de choses. Et puis, alors là, c'est beaucoup plus en dehors de mes compétences, mais peut-être qu'il faut aussi réfléchir à ce que l'on veut comme société et la place du travail dans ces sociétés. Donc, voilà. Et je pense qu'il ne faut pas juste focaliser sur ces questions de travail, d'emploi, mais bon, on l'a déjà fait finalement, mais je vais finir un peu plus là-dessus. C'est qu'il y a là, à court terme, beaucoup de questions qui se posent. Donc, on a mentionné celle des biais dans les données qui sont utilisées par les algorithmes. Et donc là, il y a beaucoup de régulations à mettre en œuvre. Il y a des questions éthiques, par exemple sur les voitures autonomes. Si une voiture autonome doit prendre une décision qui est difficile entre tuer son conducteur ou tuer quelqu'un sur le trottoir, qu'est-ce qu'elle doit décider? Donc des questions de dilemme. Et ça, c'est lié à des questions de responsabilité. Un programme n'est pas responsable a priori, donc qui est responsable derrière? Et il y a des questions autour des droits humains et aussi de l'évolution de nos démocraties, justement sur ces questions de surveillance à grande échelle qui sont rendues possibles par les algorithmes, sur le fait que les algorithmes peuvent prendre des décisions qui paraissent arbitraires et qu'on ne peut pas interpréter parce que les algorithmes sont essentiellement en boîte noire. Donc qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Quelque chose auquel tout le monde ne pense pas, mais c'est, vu l'importance des données actuelles, on doit se poser des questions sur ces données, en particulier qui les a. Et il se trouve que ces données sont essentiellement concentrées entre quelques grands groupes qui, eux, peuvent se permettre de faire des applications, et ils leur en sortent tous les jours.
mais ils ont un espèce de monopole et ça pose des problèmes pour nos sociétés. Et puis beaucoup plus alors là, à terme, si on considère que les intelligences artificielles ont effectivement une forme d'intelligence, est-ce qu'on doit accorder un certain nombre de droits, mais aussi donc des devoirs, donc essayer d'établir une forme de responsabilité pour ces intelligences. Et là, bon, c'est juste pour moi et pour vous, pour nourrir ce genre de débat, en tout cas pour moi, je trouve que aller lire de la science-fiction, c'est pas mal. Voilà. Merci. Alors, pour revenir juste sur le réel, donc nous, ce qui est vraiment intéressant, c'est ce qu'on voit sur le marché de l'emploi, c'est qu'il y a une latence. C'est-à-dire qu'à la fois, effectivement, quand on lit et quand on entend tout ça, on se dit, oh là là, enfin, il y a une révolution qui est en train de se mettre en place. Dans la réalité, nous, ce qu'on voit, alors on est sur des métiers qui sont peut-être un peu plus spécifiques, mais c'est que ce qu'on nous demande toujours, c'est quand même, en numéro un, c'est des électriciens, c'est des plombiers, c'est des gens qui savent construire des maisons, c'est des maçons, c'est des commerciaux, c'est des assistantes. Et donc ces métiers-là, finalement, paraissent peu touchés par l'intelligence artificielle et continuent à être en forte demande. Alors avec ça, ce qui est intéressant, c'est que il y a de plus en plus, à mon avis, il va y avoir une augmentation en fait des métiers qui vont être peu qualifiés et des métiers qui vont être très qualifiés. Donc pour vous donner un exemple, donc IBM en l'occurrence travaille sur des applications qui pourraient donner aux gens qui réparent les machines à café. Donc vous savez, dans les entreprises, on a des machines à café maintenant qui sont à disposition. Ces machines à café vont être de plus en plus équipées avec des cartes, des puces, qui pourront informer l'entreprise qui a ces machines à café d'un problème éventuel. Et comme il y a une multiplicité de machines, il y a donc du coup des cartes qui sont encore plus multiples, et donc le technicien qui va être appelé pour régler un problème va avoir à sa disposition une application qui va lui dire c'est plutôt cette carte qu'il va falloir changer plutôt que celle-là. Donc finalement, ça revient à dire que moi je pourrais faire ce travail-là, Philippe pourrait faire ce travail-là, et donc il y a finalement assez peu de compétences. Et finalement la seule compétence qui pourrait rester, c'est que il faut que la personne soit à l'heure, qu'elle sache conduire sans avoir d'accident et être aimable avec le client. Donc on revient à des compétences qui sont assez faibles, je dirais, techniquement. Alors ce qui peut être une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle, c'est-à-dire que si on a des gens qui sont assez peu formés et qui sont au chômage, ça va leur donner une opportunité d'aller travailler sur des métiers sur lesquels ils n'avaient pas forcément pensé aller. Ou alors on peut se dire que au contraire, on est en train de dégrader finalement la qualité du travail qu'on fait et que l'intelligence des employés n'est plus sollicitée. Donc moi, ce que je pense, à titre personnel, c'est qu'il est vraiment critique, de ne pas déléguer son intelligence trop à des outils et à des systèmes, et qu'il faut rester extrêmement conscient de ce qu'on fait et ne pas être trop dépendant et pouvoir revenir en arrière. Donc ça, je pense que c'est très important. Et le deuxième point, c'est la législation. C'est-à-dire qu'on a la chance d'être dans des pays qui sont démocratiques et où on peut mettre en place des législations pour mettre sous contrôle ces outils. Et pour vous donner un exemple, dans le domaine donc, de l'emploi, avec la mise en place de la protection des données personnelles, en fait, en tant que candidat, vous pouvez demander à être vu par un humain. Ce qui me semble assez pertinent. Alors, c'est pas le cas forcément dans tous les métiers, mais je pense qu'encore une fois, notre devoir de citoyen, d'employé, est de regarder l'ensemble de ces points-là pour s'assurer que on est encore en contrôle de la machine et que ce ne soit pas l'inverse.